Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Aurélie Adam Soulé Zoumarou est en tournée à l'intérieur du pays. La promotion du numérique est au cœur de ce déplacement de la ministre en charge de l'économie numérique et de la communication. Le marché régional de l'électricité est lancé. Les pays membres de la CEDEAO comptent sur ce marché commun pour régler leurs difficultés en matière de fourniture d'énergie électrique. La commande publique en Afrique est au cœur d'un colloque international à Cotonou. Les débats tournent autour des nouvelles tendances, le développement de ces différents sujets dans cette édition. Et bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Le retrait, la décision de la Cour constitutionnelle entérinant le retrait du droit de grève à certains corps de la fonction publique suscite toujours des réactions. Cet après-midi, Jérôme Ongbo est allé recueillir les avis de nos compatriotes dans les rues de Cotonou. Écoutons donc leur réaction au micro de Jérôme Ongbo. Tu vas à grève, ça c'est la mort. Ceux-là qui vont mourir. Après que la situation de ceux-là soit régularisée, les morts sont déjà partis. Là, dans ce domaine-là, ce ne sont pas des choses à encourager. Là, disons la vérité. Disons la vérité telle que les choses sont. Le domaine de la santé, ça, c'est un domaine tellement sensible. On ne peut pas admettre à ce que les docteurs, les infirmiers laissent les trucs là, voir les malades tomber ou mourir. Ce n'est pas bon. Le gouvernement n'a qu'à satisfaire les grévistes. S'ils sont en train de réclamer quelque chose là, et qu'on voit que la chose dont ils réclament maintenant, c'est légitime. Il faudrait les satisfaire. Il ne faut pas attendre d'abord qu'ils vont jusqu'à la grève d'abord avant de venir les satisfaire. Quand on se réfère aux différents mouvements de grève que nous avons connus récemment, ça fait partie des situations que nous n'avions jamais connues dans notre pays par le passé. Vous voyez, cette situation a eu beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Quand je prends le secteur de la santé, des gens sont morts. Il y a plusieurs personnes qui sont parties. Des cadres sont morts, des pauvres sont morts. Toutes les couches sociales de la société ont été frappées. Est-ce que vous voyez? Donc ça là n'avantage pas le pays. Ça ne permet pas le développement du pays. Et moi, je me suis toujours dit, est-ce qu'au lieu de faire la grève de cette manière, cette grève a été un peu dure, sauvage. Moi, je trouve qu'il est important que nous ramenions la balle à terre et que nous revoyions notre stratégie de lutte, notre stratégie de revendication. Idem pour le secteur de la justice aussi. Quand on prend nos amis, les prisonniers, nos frères qui sont détenus, il y a beaucoup qui seraient déjà libérés. Même sur le plan économique, parce que la justice accompagne l'économie. Même sur le plan économique, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de manques à gagner. Mais ça là, ne fait pas évoluer notre pays. Oui, c'est une bonne décision. C'est bon. Parce qu'il faut qu'on arrête avec ces grèves intempestives là. Il faut que le pays avance. C'est tout. La santé, non, c'est pas bon qu'ils grèvent. Les magistrats, ils n'ont qu'à travailler. C'est tout. Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est parce qu'on a constaté au Bénin que ces corps de métier-là, les gens grèvent de façon régulière. Moi, je ne trouve pas que ce soit de l'injustice. Le Front pour le sursaut patriotique a tenu une conférence de presse hier à Cotonou. Plusieurs sujets étaient au cœur donc de ces points de presse, entre autres la situation de Laurent Métognon, la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune et la dernière actualité concernant la décision de la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu est signé Rebecca Kendiaoudé, Yves Agolokessi. Le Front pour le sursaut patriotique crie son ras-le-bol. Sans tambour ni trompette, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement face à plusieurs situations. La première, le dossier concernant l'affaire Laurent Métognon. Les conférenciers réclament la libération de leurs camarades. Autre sujet abordé, la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le FSP plaide pour le dénouement de cette situation.
la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, les réformes apportées par la nouvelle équipe de l'institution et les dernières décisions rendues publiques par les 7 sages. Ce sont là quelques points aussi sur lesquels les conférenciers se sont prononcés. Quant à une probable révision de la Constitution, les membres du FSP pensent que ce n'est pas seulement aux femmes qu'il faut accorder une forte représentativité à l'Assemblée nationale. Les travailleurs salariés, les jeunes, les paysans disent et réclament aussi leur place d'office pour leurs représentants, leurs députés au Parlement. Nos rois et dignitaires traditionnels réclament eux aussi leur place au Parlement. Comme il est de règle dans tout État moderne où existe un Sénat, dans une chambre pour examiner la conformité des lois votées par les députés avec les valeurs positives de nos traditions et de notre culture. Ainsi en est-il dans tout pays moderne développé, depuis la Chambre des Lords en Angleterre, le Sénat en France et partout dans le monde. Le Front pour le sursaut patriotique entend être le porte-voix des citoyens béninois. Ils viennent ainsi d'afficher leur mécontentement. À la suite de cette séance, une marche de protestation est prévue pour les prochains jours. Les unités de l'armée de terre s'entraînent dans le cadre de l'exercice d'Assa en 2018. Eh bien, dans le contexte de cette opération, des éléments dépêchés dans la région de Covey se sont exercés à la sécurisation de la zone en pleine opération. Ils ont reçu la visite du chef d'état-major de l'armée de terre. C'était sur l'axe Banamé-Paouian. Ghislain Poguet. L'axe Covey-Banamé-Paouian. Des éléments de l'armée de terre ratissent la zone tout en sécurisant l'axe. Ils sont à la recherche d'individus terroristes armés qui évolue vers Dassazoumé. Au cours de l'opération, ils reçoivent une visite inopinée. Le colonel Fructueux Baguidi est allé constater le comportement de ces unités sur le terrain. Dans ce genre d'exercice, il y a toujours des insuffisances à corriger. Des insuffisances sur le plan des ordres, des insuffisances sur le plan des déploiements des personnels, des insuffisances à beaucoup de niveaux. Nous n'allons pas prétendre avoir tout maîtrisé. Les personnels se débrouillent tant bien que mal sur le terrain. J'ai observé que nos personnels ont quand même bien assimilé les savoir-faire et sont en train de les mettre en pratique sur le terrain. Après les exercices dans 2017 dans la région du même nom et Baoura 2018 à Bembereke, Tassa 2018 comporte une spécificité. L'accent est mis sur les engagements en zone urbaine, c'est-à-dire que nos personnels ont été entraînés pour intervenir en zone urbaine. Alors pour contrôler ces savoir-faire, nous avons décidé d'organiser DASSA 2018 pour vérifier le niveau atteint au niveau des états-majors, mais également au niveau des personnels. L'exercice est de niveau groupement tactique, c'est-à-dire un bataillon plus. Il permet d'entraîner et de vérifier les connaissances des personnels de l'armée de terre. Recadrer le contexte juridique des contrats passés par la personne publique, les experts en droit et techniciens relevant du domaine de la commande publique des universités d'Abomey-Calavi et de Lomé se sont réunis à cet effet. C'était au cours d'un colloque international sur les nouvelles tendances de la commande publique en Afrique. Mathieu Sequenon, Marianne Bossemedi. Ces experts en droit visent par la présente rencontre le renforcement de la coopération entre les universités d'Abomey-Calavi et de Lomé à travers le Centre de droit administratif et de l'administration territoriale CEDAT de l'UAC et le Centre de droit public CDP de Lomé. Une rencontre qui s'inscrit dans le contexte du recadrage entre la commande publique et le système judiciaire. Le véritable défi de la nouvelle réglementation de la commande publique et ses pratiques demeure le recours au contrat de partenariat. Ce colloque ambitionne donc, à travers la composition des panels et des thèmes inscrits au débat, d'évaluer les réussites et les échecs de la mise en œuvre de la nouvelle armature normative et institutionnelle de la commande publique en Afrique et particulièrement dans l'espace UEMOA. Maître mot durant ces 2 jours, la commande publique traitée sous ses différentes formes, à savoir l'action publique, le contentieux et les chantiers du public, sans oublier le cadre normatif. La commande publique est un levier de développement parce que une
partie importante des budgets de l'État passe par la commande publique. Et ça nous renvoie à l'idée que la commande publique, c'est d'abord des notions qui nous renvoient à l'intérêt général. Et donc, l'intérêt de l'étude, c'est de voir là où mettre le curseur pour que le dosage soit fait de façon intelligente, que la politique, le dosage politique ne soit pas plus important que le dosage juridique. Les participants à ce colloque ont eu droit à une leçon inaugurale sur les normes juridiques et techniques de la commande publique. Organisé par le CEDAT, 5 panels ont meublé les travaux du colloque qui va se tenir prochainement à Lomé. La première édition du Forum national sur la problématique de l'emploi des jeunes et de la protection sociale dans le secteur informel, eh bien, les artisans, les commerçants, les jeunes demandeurs d'emploi et les décideurs politiques ont réfléchi sur cette question. L'objectif était de travailler pour garantir le bien-être social au Bénin. On va écouter le reportage de Cécile Rondé et Edmond Rumba. La protection sociale est un idéal pour tout gouvernement soucieux du bien-être de sa population. Mieux, c'est l'un des droits universels de l'homme consacré par la charte de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le Bénin, à l'instar des autres États, s'est résolument engagé à assurer la mise en œuvre effective. Le présent forum s'intéresse à l'état des lieux du bien-être social au Bénin. L'extension de la protection sociale, en particulier aux populations vulnérables, est très louable. Cependant, elle demeure encore un rêve, quand bien même les institutions des gouvernements successifs lui accordent une grande priorité. Aujourd'hui, cette priorité, déclinée au travers de la politique gouvernementale inscrite dans son programme d'action, est plus forte. Ce forum est initié par l'ONG, la Générale de Sécurité Humaine, GSH. Il offre aux participants une occasion de concertation pour des propositions susceptibles de renforcer le système de la sécurité sociale. Perçu sous cet angle, ce forum social vise, entre autres, les objectifs ci-après. Sensibiliser et mobiliser les populations cibles concernées sur les services, prestations et expériences déjà existants de toutes les parties prenantes en lien avec la protection sociale et l'employabilité des jeunes. L'ONG GSH partage la vision du gouvernement en ce qui concerne la sécurité sociale. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter non seulement l'ONG GSH Bénin et toutes les parties prenantes de ce forum à travailler ensemble en soutenant le programme H qui garantit la sécurité humaine pour les populations démunies. La GSH sera d'une contribution de taille pour atteindre les objectifs du PAG. D'ici 2030, GSH entend contribuer au mieux-être des populations vulnérables de toutes catégories socio-professionnelles. Mais dans la main avec le gouvernement, l'organisation non gouvernementale va y parvenir. Les personnes du troisième âge sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Elles ont besoin de soutien aussi bien de leur famille que de leur communauté pour être épanouies, et ceci dans les moments parfois difficiles. C'est dans ce magazine, Awa Sherif et Donatien Falola nous amènent à découvrir donc le quotidien de ces personnes que nous appelons donc du troisième âge et les morsures. À l'aide de sa canne, Mémé Aladaye s'offre le tour du propriétaire. De la cuisine à la cour de la maison, aucun endroit n'échappe à son contrôle. Malgré le poids de l'âge, cette septuagénaire mise sur l'hygiène. J'aime qu'on se lave les mains tout le temps. J'aime regarder ce qu'on me présente comme repas. Nous avons une domestique et puis chaque fois je lui dis « fais-moi ». Je n'aime pas les mouches. Aussi, quand tu ne fais pas bien propre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette hygiène de vie, Mémé Aladaye y attache du prix. Sa santé du moment en dépend. C'est en femme comblée de bonheur que cette ancienne dactylographe bénéficie de l'affection de ses petits et arrière-petits-enfants.
Toujours aussi active, cette femme du troisième âge tient à ses activités quotidiennes. Je ne reste pas sans rien faire, surtout que quand on a trop travaillé dans la jeunesse, là, si tu es resté tranquille, mais les gens de la maison ne sont pas d'accord avec moi parce que je bouge trop. Surtout quand leur maman vient ici, oh, moi, je dis, ah, est-ce qu'elle est là? Il faut regarder. Je vais sortir pour faire quelque chose. Le bonheur d'être une grand-mère épanouie, Mémé Aladaye le vit souvent. Seulement, le troisième âge réserve des fortunes diverses. Même riches, certains ressentent un vide inouï. Je m'ennuie un peu à la maison et nos enfants ne sont pas avec nous ici. Nous n'avons que des garçons, malheureusement. Ils sont tous loin de nous. À cause des problèmes de mobilité, pour moi, je suis plus lent à mouvoir les pieds et tout ça là, les yeux surtout. Donc il est devenu plus difficile pour moi de voyager. C'est eux qui viennent nous voir. Nous attendons un. Il y a un qui est parti il n'y a pas longtemps. Et on va arriver ici au mois d'août. Ce couple d'anciens fonctionnaires des affaires étrangères passe sa journée entre prières et petites promenades en ville. Nous avons une maison à Calavi à Ouedo, la maison familiale. Nous avons construit quelque chose là. Nous prenons la voiture, on va là-bas. Bon. On va là-bas souvent. Ou bien nous prenons la voiture, nous allons voir un parent. Mon père a eu une maison à Glas. On va aussi à Glas voir ses soeurs sont là-bas. Soit pour sortir, dans la plage. Voilà en gros ce qu'on fait. Bon. Si un camarade vient à mourir, nous allons aussi aux obsèques. Ancien diplomate, le maître des lieux ici tient à l'autonomie de son couple malgré son âge avancé. Si on doit faire face aux médicaments et mener une vie décente, tout ça là, la pension que nous recevons, c'est pas ça. Nous avons pris la décision, mon père et moi, de ne rien recevoir de nos enfants. Sauf quand il y a une crise, on dit il y a quelque chose, ils peuvent intervenir. Si on a une maladie, quelque chose comme ça. Mais sinon, nous nous contentons strictement de notre fonds propre. Malgré le poids de l'âge, ces personnes du troisième âge nourrissent d'espoir et d'espérance. La somme de ces petits bonheurs, au quotidien, les comble. Leur vie ne tient qu'à une vérité. Rien ne vaut la vie. On change de sujet maintenant dans cette édition. Le marché régional de l'électricité a été lancé à Cotonou en présence des ministres en charge de l'énergie dans l'espace CEDEAO, de nombreuses personnalités et des experts du secteur énergétique. Ce marché donc vient apporter une solution aux problèmes énergétiques des États membres de la CEDEAO. Lunek Agbazao, Monique Toron, nous en dit un peu plus. Le marché régional de l'électricité, un rêve longtemps caressé qui prend corps ici. Les États membres de la CEDEAO ont désormais la garantie de bénéficier d'un approvisionnement électrique régulier, fiable et à un coût compétitif. Après tant d'années, nous touchons finalement au but. Ce faisant, nous devons de garder à l'esprit la finalité de notre projet, à savoir la résolution à terme des énormes difficultés vécues par les populations et industries de notre région quant à leur accès à de l'énergie électrique fiable, permanente et à un coût compétitif. Ce marché unique vise la sécurisation et le renforcement du système électrique ouest-africain. Abdoulaye Biochane, représentant du chef de l'État béninois, s'en réjouit.
Je suis persuadé que le marché régional de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest que nous lançons aujourd'hui viendra en appui à nos efforts pour sortir le secteur de l'énergie de l'ornière et apportera à tous les solutions durables à la crise énergétique qui secoue notre communauté. Plus de 10% du programme d'action du gouvernement béninois est consacré au défi de l'énergie. L'instauration de ce marché vient accompagner les efforts de l'exécutif. Je suis fier de vous voir ce soir. Je suis fier du travail accompli parce que ça porte haut l'ambition de notre communauté. Et c'est à travers cette initiative forte d'une région, je dirais, électriquement forte, que nous allons semer ensemble l'avenir radieux que nous avons promis à nos concitoyens. Le projet est concrétisé grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous sommes engagés à accompagner sur la durée cette transformation indispensable. Cet accompagnement se traduit par d'ambitieux programmes de renforcement de capacités et d'investissement tant au niveau régional que national. Le marché de l'électricité de la CEDEAO a pour bras opérationnel le WAP, système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, dont le siège est à Abomey-Calavi au Bénin. Sa régulation est assurée par l'AREC, autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Le marché régional de l'électricité connaîtra 3 phases. La promotion du numérique, une priorité pour le gouvernement. La ministre de l'économie numérique a entrepris une tournée dans le centre et le nord du Bénin. Aurélie Dame Soulé-Zoumarou a visité un centre d'entrepreneuriat et du numérique à Savalou. Savalou qui reçoit déjà les installations de la fibre optique. Koudou Sablaï, Alessis Kelom. Aurélie Adam Soulé en admiration pour le centre de l'entrepreneuriat et du numérique de Savalou. Ce cadre d'appropriation du numérique vise à former une centaine de jeunes chaque année et susciter des vocations professionnelles dans le numérique et l'entrepreneuriat moderne. Antoine Baguidi, 14 ans, en tire déjà profit. Après la formation reçue dans ce centre, il crée son propre site. Quelle est l'adresse du site? www.ton-bi-15.webself.net. Et donc, expliquez que fait le site. Montre le site. Ce site va servir à publier des audios, images et vidéos de nos cultures béninoises. Félicitations. Merci. La jeunesse de Savalou manifeste un fort engouement pour ce centre. Certains parmi nous qui, auparavant, ne connaissaient rien de l'outil informatique peuvent aujourd'hui manipuler l'ordinateur. L'initiateur natif de Savalou s'en réjouit, mais invite la jeunesse à aller au-delà. Il faudrait que sortent d'ici des jeunes qui sont capables de développer des applications pour mettre à disposition des entreprises aux États-Unis. Voilà mon rêve. Je le pense fortement. Que d'ici, qu'ils puissent vendre des services sans sortir de notre Savalou natal. Rêve soutenu par la ministre de l'économie numérique. Pour le ministère, pour le gouvernement, c'est important que nous allions là où l'action se passe. On a un programme d'action du gouvernement. Nous voulons aller là où l'action justement se déroule. Et vous savez qu'au nombre de nos projets phares, nous avons le projet donc, de développement de l'écosystème numérique. Et qui dit développement de l'écosystème dit un endroit pour développer cet écosystème. Et c'est ce que fait ce centre qui forme des jeunes, qui leur permet d'avoir accès à l'outil informatique, à Internet aussi, et à apprendre de cet outil à créer de la valeur et de la richesse. C'est bien évidemment que ce centre serve, disons, de référence à la réplication pour d'autres centres dans le pays. Et je suis sûre que la Fondation a déjà pensé à cela. Et au niveau du ministère de l'économie numérique, nous avons des actions justement de promotion, de mise en avant de ce genre de centre, de mise en relation avec des partenaires justement qui participent au développement de l'écosystème numérique. En amont, le déploiement de la fibre optique à travers le territoire national. Le projet avance à une vitesse de croisière en direction de Savalou.
Donc, nous avons vu tout à l'heure que la section aérienne donc, entre Dassa et Savalo a suffisamment évolué. Et comme vous le voyez aussi, cela permet justement de pouvoir venir au plus près des populations, donner la possibilité de se connecter à cette fibre et obtenir le haut et très haut débit. C'est l'espoir que nourrit le personnel de la radio communautaire et associative de Tchéti, également préoccupé par les implications du numérique. La ministre de l'économie numérique est allée rassurer ses professionnels du soutien de son ministère. Mais avant, Aurélie Adam-Solé s'est rendue au palais de Savalo pour recevoir les bénédictions du roi. Pour la qualité de femme que vous êtes, et je crois bien que ce n'est pas pour rien qu'on vous a mis à la tête de ce secteur. Donc, je remercie le chef de l'État pour ce bon choix. Dieu, le Créateur, va vous protéger dans votre mission. Vraiment, je vous remercie pour ce déplacement. Le gouvernement a retiré à la CAME son agrément. Le retrait de cet agrément à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux n'est pas synonyme de fermeture de l'unité. Le ministre de la Justice et son collègue de la Justice ont animé, ministre de la Santé, et son collègue de la Justice ont animé le point de presse pour rassurer l'opinion publique. Koudou Sablaï pour le compte-rendu. Sérénité affichée du ministre de la Santé aux côtés de son collègue de la Justice. Benjamin Humpati édifie d'entrée l'opinion sur les tenants et aboutissants du retrait de l'agrément par le gouvernement à la CAME, la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux. Le gouvernement a confié la vie de nos concitoyens à travers la convention qui existe entre lui et la centrale d'achat, la vie donc de nos concitoyens à cette centrale. Et donc, de fait, au vu de la crise, le gouvernement a eu à dénoncer cette convention pour permettre de repartir sur de nouvelles bases. Nouvelles bases qui seront définies par les travaux de la commission de réforme du sous-secteur qui a été mise en place. Donc, je suis le président et le ministre de la Justice et de la Législation, Garde Sceaux, est le vice-président. Le ministre de la Santé clarifie les implications de la dénonciation de cette convention par le gouvernement. Cette dénonciation de convention ne signifie pas que la centrale d'achat des médicaments essentiels a disparu. Ça ne signifie pas non plus qu'il y a une cessation de la cession des médicaments. Je voudrais insister là-dessus. Nous avons donc convoqué une assemblée générale qui est en cours présentement et qui va définir les bases sur lesquelles désormais le gouvernement et la centrale d'achat des médicaments essentiels vont travailler pour assurer à la population l'offre de produits de santé de qualité. Et ces mises en garde du ministre de la Justice contre les auteurs de certaines allégations divulguées sur les réseaux sociaux. S'agissant des informations qui circulent sur Internet, il faut bien que les gens fassent attention. Parce que dire que la CAME nous fournit des médicaments est une fausse nouvelle. Nous avons un groupe numérique qui réprime toutes les informations qui sont colportées et qui sont mensongères. Si donc quelqu'un se permet de divulguer, de diffuser ou d'annoncer de fausses nouvelles, cette personne-là se met sous le coup de la loi. Elle sera reclassée, identifiée et réprimée. Toutes les décisions ont été prises, il n'y aura pas de pénurie de médicaments dans les établissements de réformation sanitaire. Vous devez donc pouvoir rassurer avec les populations que le gouvernement, en toute responsabilité, en prenant la mesure de retrait de l'agrément, a pensé à prendre des dispositions subtiles pour permettre l'approvisionnement continu des formations sanitaires. Je voudrais également lancer un appel aux fournisseurs de la centrale d'achat des médicaments essentiels par rapport au fait que la dénonciation de la convention ne signifie pas la cessation des activités de la centrale d'achat des médicaments essentiels. Les discussions sont en cours et vont, je pense bien, aboutir
à de nouvelles bases qui vont permettre d'assurer une meilleure, je dirais, qualité de service. Meilleure qualité de service pour davantage assurer les médicaments de qualité aux Béninois. Les jeunes filles vierges de l'Institut Immaculé de Tory ont été sensibilisées au comportement à avoir au cours de la période des grandes tentations. L'objectif de cette rencontre d'échange est de les voir revenir au foyer Immaculé à la rentrée scolaire prochaine, saine et toujours vierge. Patrick Ayadi, Dine Brema. Je dois revenir des vacances bien encore vierge. Je dois revenir pour allumer un bon cierge. Un texte poétique laissé aux filles vierges tel un bréviaire pour les vacances. Qui fréquenter, qui hanter, qui inviter, qui éviter pendant la période des vacances. Voilà les questions auxquelles ces pucelles de l'Institut Immaculé de la commune de Tory ont été conviées par l'initiatrice de cette rencontre de sensibilisation. Une fille très bien éduquée donne une femme bien éduquée et rend la famille respectable, respectueuse et respectée. La base de la famille étant bien assise, la société y trouve un bon socle sur lequel se hisser, s'appuyer pour s'élever. Rester vierge jusqu'au mariage, c'est le rêve des pensionnaires de cet institut qui prône les valeurs d'une femme digne. La femme, c'est un temple. Elle est à respecter et c'est un être digne, c'est un être de fierté. Donc la moindre des choses, c'est que son sexe soit respecté. C'est pour ça que j'ai fait un tel choix. Également, je me dis qu'au-delà de la virginité, il y a la valeur mentale, la valeur psychique de la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde que je suis vraiment heureuse avec mon choix. On a intégré un nouveau site cette année, c'est à Adjara, à Devoncan, mais plus précisément dans la cité Le Soleil. Et ce site est plus grand. Ça nous offre une plus grande capacité d'accueil. Nous avons un bâtiment de type R+1, où en bas nous avons les dortoirs des filles. Internées dans ce temple de la virginité avec un cursus scolaire, ces jeunes filles sont capables de tenir toute une foule en haleine. Preuve qu'être immaculé ne veut pas dire être démodé. Retour sur les manifestations marquant la 60e édition de Tory Hui, grande occasion de retrouvailles des natifs de la localité. LC Dopono nous fait revivre les temps forts de l'édition 2018. Joie et ferveur autour de la 60e édition de Tory Hui. Une fête instituée depuis le 24 juillet 1958. C'est un creuset de solidarité, de partage et de retrouvailles des filles et fils de Tory. Nous, on n'était pas encore nés quand nos pères, nos aînés ont initié ça et beaucoup ne sont plus là. Et je tiens toujours à continuer à remercier, à féliciter les gardiens du temple qui ont maintenu le flambeau. Ils sont réunis ici sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Toribosito, ces natifs de la localité. L'institution de cette fête identitaire a une histoire. Un monsieur commerçant, cherchant des marchés, est venu de Ouida. Et il a constaté qu'à Toribosito, personne ne connaissait Dieu. Il s'en est étonné et il a commencé à regrouper autour de lui certains volontaires qui venaient à son enseignement et ainsi de suite a commencé l'évangélisation de notre village. Et ce monsieur qui est venu de Ouida s'appelait de Souza Jean-Baptiste. Et quand la paroisse est née, on a rendu justice en nommant notre paroisse Saint-Jean-Baptiste de Toribosito. Le programme cadre d'appui à la diversification agricole a financé la première foire de Tory Hui. Et les forains sont d'ailleurs repartis avec des attestations de participation. Moi, je suis très contente pour ce que Procad a fait parce que ça nous a encouragés. Nous, les artisans, c'est ce qu'on nous fait là qui nous motive. On a la joie au cœur. La 60e édition de Tory Hui a connu également un tournoi de football inter-arrondissement dont l'équipe de Torigar et celle d'Azoé Kada sont les deux finalistes. Le match a été soldé par un score de 4-1 en faveur de l'arrondissement d'Azoé Kada. Le match a été très beau, d'une très bonne qualité et je voudrais vraiment féliciter toutes les équipes qui ont participé, féliciter les organisateurs
et dire que je suis très heureux d'être le parrain de cette 60e édition de la fête de Torihué. La particularité de cette fête trouve également son sens dans la conférence débat sur le thème « Les sites touristiques de la commune de Tori-Bosito, potentialité au service du développement socio-économique ». Un concert géant a marqué aussi les festivités. Sur le podium, Richard Flash, Cécimé, Olu Akemi et d'autres artistes locaux de Tori-Bosito. Une célébration inédite, désormais gravée dans la mémoire collective. Un expert de la FIFA au cabinet du ministre des Sports, Mosengo Omba Véron, est arrivé au Bénin dans le cadre de l'inspection des projets GOAL attribués par la FIFA à la Fédération béninoise de football. L'émissaire de l'instance fêtière a profité de son séjour au Bénin pour rencontrer le ministre des Sports. Le volet sport du PSG retient l'attention de l'hôte du Bénin, Patrick Hadji. Une journée pas comme les autres au ministère des Sports du Bénin. 3 personnalités de l'écurie du football ont donné rendez-vous à la presse sportive béninoise. Anjorin Moucharaf, président de la Fédération béninoise de football, Oswald Omeki, ministre des Sports du Bénin, ont eu des échanges sur plusieurs sujets du football national avec Mosengo Omba Véron, directeur du développement et des associations membres de la FIFA Afrique-Caraïbes. Nous devons retenir que le but de la Fédération béninoise de football, c'est d'accompagner le gouvernement à travers les partenaires au développement que sont la FIFA pour nous aider à faire ce qu'on ne sait pas faire avec l'argent du contribuable, ensemble pour tirer le mieux qu'on puisse tirer de la FIFA. Le Bénin, depuis avril 2016, a entrepris des politiques de développement du sport national à travers le programme d'action du gouvernement. Une option qui reçoit l'aval de l'instance fêtière du football. Des projets de FOA, nous avons des projets qu'il a dit d'Indani, un magnifique projet et la FIFA va investir plus d'1 million de dollars. Le président, avec les architectes hier à Porto Novo, ils m'ont fait décrire les projets et je suis très content de ces projets. Et nous avons eu des entretiens fructueux avec le ministre sur le projet de classe sportive. Moi, je dirais classe football. C'est un projet qui nous séduit. On pense signer une convention entre la fédération, le gouvernement et la FIFA pour qu'on puisse participer à ce magnifique projet. Les bases d'un partenariat tripartite FBF, FIFA, État béninois seront bientôt jetées. Le ministre des Sports compte sur le soutien de l'Institution internationale du football pour concrétiser dans le domaine du sport un rêve cher au chef de l'État, Patrice Talon, celui de révéler le Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité à 23h30. Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.